C'est bon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter avec Sébastien Swagger et plus précisément les évolutions vers OpenAPI. Alors tout d'abord, je voulais faire un petit sondage. Est-ce qu'il y a des développeurs dans la salle? Vous savez qu'on va vous parler de documentation? Parce qu'à l'habitude, les développeurs, ils fuient la documentation. Bon, alors, donc moi je me présente, je suis Grégory Bloquel, je suis architecte logiciel dans une boîte qui s'appelle Adventiel, on est situé à Rennes. On développe des logiciels pour le monde agricole. Donc mes expériences passées j'ai pas mal travaillé dans tout ce qui est architecture SOA, plus précisément développer des web services, vous savez, des trucs qu'on faisait à l'époque, du SOAP, l'écriture de WSDL. Et on a pas mal été amené à vouloir documenter tout ça, à faire des contrats d'interface, des grosses problématiques liées à tout ça. On utilisait à l'époque des ESB, des EAI. Et suite à ça, on a pas mal travaillé sur les architectures REST avec l'écriture de web services en REST avec du JSON. Et plus principalement, donc, mes dernières expériences là-dedans, c'était l'écriture de services pour les architectures en microservices dans des très gros SI et également de l'exposition pour des IHM. Bonjour à tous, je suis Sébastien, architecte chez Prosodic Capgemini. Ma principale activité ces dernières années était de déplacer un système d'information dans le cloud et j'ai récemment rejoint une équipe dont l'objectif est de vous vendre des services dans votre véhicule. Et ces dernières années, j'ai fait énormément de RAML, qui est une solution équivalente à Swagger, et je me suis récemment mis à l'OpenAPI. Et donc c'est au travers des expériences qu'on a pu avoir tous les deux qu'on avait envie aujourd'hui de vous parler de ce sujet. Alors quand on fait pas mal d'API, que ce soit des API qu'on réalise ou qu'on utilise, on se pose à un moment la question de la documentation. Et donc quand on veut documenter nos API, on cherche comment on va pouvoir documenter nos API. Alors quand on a commencé à chercher, on avait quand même quelques exigences. La première, c'est qu'on voulait faire une documentation qui soit à la fois utile pour nos équipes internes, donc les personnes qui allaient développer les API, mais aussi nos équipes qui allaient utiliser nos propres API. Et on voulait aussi une documentation qui puisse être utilisée par nos partenaires ou des clients. On voulait que notre documentation soit écrite avant de commencer à développer, donc on avait une approche contract first. Et on voulait surtout, c'est gérer notre documentation comme du code source, parce qu'on est des développeurs, on sait commiter du code, on sait le versionner, suivre un historique, et on voulait faire la même chose avec notre documentation. Et on voulait que ce soit dans un format qui soit lisible par des humains, puisque c'est quand même plus simple que d'avoir un format de saisie qui est assez simple. Alors on a cherché, il y a des gens qui ont eu des idées, on s'est occupé d'eux, et ils nous ont pu proposer d'autres choses. Alors c'est pas parce que c'est des mauvais outils, c'est parce que c'était pas l'outil adapté. Et en cherchant, c'est comme ça qu'on arrive à tomber sur des solutions comme Swagger ou OpenAPI. Alors, si on reprend un petit peu l'évolution, donc Swagger 1, il est sorti en fait en 2010. À la base, en fait, c'était un outil pour un projet de la société Wordnik. Donc, suite à ça, en fait, ça a bien marché, en fait. Donc, en 2014 est sortie la deuxième release. Cette deuxième release, en fait, donc c'est la maison mère en fait de Wordnik qui s'appelle, j'ai oublié son nom. SmartBeer. Smart. Et donc, à l'époque, en fait, il y avait deux autres concurrents. Donc, il y avait Ramel et aussi Blueprint. Donc, aussitôt que SmartBeer, en fait, a sorti cette version, il s'est rendu compte que il va falloir faire quelque chose. Donc, ils ont dit, allez, on va créer un standard, on va créer donc l'Open API Initiative. Donc, cette Open API Initiative, en fait, elle intègre la Linux Foundation. Donc, ça va être un projet open source. Donc ça va être un regroupement d'acteurs et avec qui ont pour but en fait de écrire les spécifications. Donc la première, en fait, ce qu'a fait SmartBeer, c'est qu'il a donné en fait cette spécification. Donc la version de Swagger de 2.0, en fait, les spécifications sont entrées directement et ont été récupérées donc par l'Open API Initiative.
Donc, suite à ça, en fait, donc, cette Open API Initiative, en fait, a pu pouvoir faire évoluer les spécifications, et c'est donc en 2017 qu'est sortie la version 3.0, et aujourd'hui, il y a une 3.0.1 qui est sortie en fin d'année 2017. Donc, comme je vous disais, en fait, l'Open API Initiative, bah, c'est un regroupement d'industriels. Donc ici, on va retrouver les géants du web, du Google, du IBM, du eBay, mais également aussi les vendeurs d'Open API Management. Donc on va retrouver du Triskel, du TIP, du WSO2, mais également aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver aussi Mulsoft. Donc Mulsoft, d'ailleurs, je vous ai parlé de Ramel, donc ceux qui ont fait Ramel, et également Blueprint, qui est en fait, à la base était fait par Apiary, mais qui sont fait racheter par Oracle. Donc on se rend compte qu'en fait, tous ces acteurs-là, industriels, sont vraiment intéressés justement par ce standard. Donc si on résume un petit peu ce qu'on vient de se dire, l'Open API Initiative, c'est le regroupement de ces acteurs. Eux, ils vont produire les spécifications, et ces acteurs, donc les industriels, ils vont vraiment regarder ce que fait le comité technique. Et Swagger, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Swagger, finalement, maintenant, c'est plus que l'implémentation qui reprend ces spécifications. Et aujourd'hui, l'Open API, la V3, en fait, c'est la version 3 des spécifications. Alors, Swagger a été très popularisé vers 2014 avec son approche Code First. En fait, c'est pas mal parce que notre chef de projet qui arrive, il dit, elle est où la doc? Et à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On rajoutait 2-3 annotations, hop, on générait une doc, et fait, elle est là, j'ai bien travaillé, j'ai une jolie doc. En plus, il n'y a pas besoin de test à faire, parce que comme elle est générée à partir du code, ma doc correspond, mon code correspond exactement à ma documentation. Moi, j'ai une autre approche. Sur tous les autres projets, on a utilisé une autre approche que je trouve intéressante de vous présenter aujourd'hui. C'est l'approche Contract First. Alors, l'idée avec le Contract First, c'est qu'on va commencer par la spécification. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire de façon itérative et assez simple. C'est-à-dire que vous allez commencer par travailler sur des URI et des documents d'exemple échangés. Donc, vous allez définir une spécification assez simple. Vous générez de la doc, vous pouvez simuler un serveur assez rapidement. Vous allez voir vos potentiels utilisateurs, vos experts métiers. Vous leur présentez soit la documentation, soit vous faites une démo avec un serveur qui simule le comportement de l'API que vous imaginez. Ils vous font leur retour et on itère comme ça plusieurs fois. Et on arrive rapidement à une documentation qui est stable et on se retrouve avec un contrat d'interface stable. Et à partir de ce moment-là, on peut lancer les développements. Et quand je dis qu'on lance les développements, c'est à la fois les développements de l'API et les développements des applications qui vont consommer cette API-là. Puisqu'on a un contrat d'interface qui est fixe, qui est dans un format bien défini, et on est capable en plus de générer un serveur pour les utilisateurs, donc ils peuvent déjà jouer avec l'API même si elle n'est pas développée. Et donc c'est une approche que je trouve plutôt intéressante. Et quand on regarde les différentes activités qu'on peut adresser, donc ça va être de la génération de documentation, la génération de serveurs, de mocks de serveurs, la génération de code aussi, que ce soit côté client, côté serveur. À cela, on peut aussi ajouter du pilotage de tests automatisés à partir d'une description de nos API. Et j'en parle, on ne le voit pas sur le slide, mais il y a aussi toute la partie déploiement automatisé de vos API. Donc tous ces domaines d'activité-là, ils peuvent avoir un seul point unique dans l'entrée, qui est un format de description d'API, tel que l'Open API. Alors, avant d'avancer sur OpenAPI, on voulait vous faire un rapide rappel sur ce qu'est une API REST, histoire qu'on ait tous le même langage. Donc, je vais aller très vite parce que je pense que vous connaissez tous, mais donc, si on reprend au niveau de la terminologie, donc l'URI, c'est quoi? C'est en fait un identifiant qui permet d'identifier, c'est une chaîne de caractères qui permet d'identifier votre ressource. Ces ressources, en fait, vont être consommées par des verbes, donc du get, du post, du put, du patch, par exemple. Et on appelle ça les identifiants d'opération. Ces ressources, en fait, vont véhiculer en fait, sur du HTTP, avec sous forme de réponse. On va avoir la représentation de votre ressource. Donc ça va être les media types, tels que par exemple du JSON, ou principalement, et du XML, mais il pourrait y en avoir d'autres.
Et en fait, ces ressources vont potentiellement aussi avoir des liens entre les différentes ressources, ce que vous allez faire avec du ITOS ou du hypermédia. Donc, quelques exemples. Donc, une URI, donc, ici, API myapi.com, donc ça va être le hostname. Dans cette URI, on va retrouver, c'est pas obligatoire, la version, ici V1, et myResource, avec ici l'identifiant 1337. Donc, la représentation donc, en media type, ici, application JSON. Donc, ici, on a donc l'identifiant 1337, sérialisé en JSON, avec également un nom. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux nouveautés. Donc aujourd'hui, on va vous présenter ce qui a changé entre Swagger 2 et puis OpenAPI 3. Donc si on regarde de loin, en fait, les différents modules qu'il peut y avoir dans Swagger 2 et OpenAPI 3, il n'y a pas de gros changements. Par contre, si on commence à gratter, on se rend compte qu'il y a quelques points intéressants. Donc la première chose, c'était tout ce qui était lié à l'environnement, ça va être rassemblé dans un bloc qui s'appelle serveur. Et on a quelques éléments qui étaient réutilisables, mais qui ne se l'assumaient pas trop. Enfin, en tout cas, on ne le voyait pas dans leur nom. Et aujourd'hui, ils vont être regroupés dans une section qui s'appelle Components, et on va retrouver tous les éléments réutilisables qui vont être dans cette section-là. Après, il y a la notion de produce et consume qui disparaît, mais on va le voir tout à l'heure. On vous a mis un petit lien tout en haut qui est l'OpenAPI Map. C'est un outil en ligne qui permet de se déplacer graphiquement dans la spécification sous forme de graphe. Et vous voyez ce qui est nouveau, ce qui a changé, disparu. Et c'est assez pratique quand on veut faire une migration de Swagger 2 vers OpenAPI 3. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de nouveautés quand même. Donc, en faisant une nouveauté par slide, il va falloir qu'on se dépêche un peu. Donc, il nous reste moins de 45 minutes pour dérouler 45 slides. T'emballe pas, on va aller peut-être plutôt à l'essentiel, quoi. Ok, d'accord. Donc en fait, aujourd'hui, on ne va pas vous lister toutes les nouvelles fonctionnalités, mais on va juste vous présenter ce qui nous semble intéressant ou ce qui est plutôt important quand on fait du OpenAPI. Donc, alors tout d'abord, je vais faire un petit sondage, ceux qui ont déjà fait du Swagger 2. Ok, donc vous connaissez pas mal. Du RAML peut-être? Oui. Désolé. Et du Blueprint, moins connu. Ah, il y en a oui. un. Donc, et OpenAPI aussi quand même, OpenAPI 3. D'accord, bon, c'est bien. Donc, je vais aller très rapidement parce que la plupart de vous connaissent déjà Swagger, juste pour les autres. Donc là, j'ai capturé éditeur Swagger, donc c'est un éditeur en ligne, mais on peut aussi le récupérer en local. Donc sur la partie gauche, en fait, ce qu'on va retrouver, c'est plutôt la description. Donc là, c'est à l'intérieur que vous allez pouvoir donc soit faire votre description sous forme YAML ou JSON. Et sur la partie droite, vous allez pouvoir voir directement, la génération automatique de votre API. Donc c'est aussi ce que vous avez avec Swagger UI. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver en fait au niveau de la description? C'est que sur votre API, donc déjà vous allez pouvoir dire où est située votre API, quels sont les passes, et pour chacun de ces passes, définir les paramètres en entrée, les paramètres en sortie, mais également ce que ça va produire, du JSON, enfin les media types, du JSON, du XML. Et donc sur la partie droite, comme je le disais, on a la documentation tourelle, et on va également aussi pouvoir l'invoquer au travers cet outil. Alors, tout d'abord, les nouveautés, en fait, on va avoir la première nouveauté, en fait, c'est vraiment, ils ont essayé de s'industrialiser au maximum, c'est-à-dire qu'avant, dans le champ description, on pouvait écrire du Markdown. C'est toujours le cas, sauf qu'ils utilisaient le GitHub Flavor Markdown, et là, ils sont passés vers le standard, en fait, au niveau du Markdown, c'est Common Mark. C'est vraiment ça qui spécifie l'utilisation du Markdown. La deuxième, en fait, c'est qu'ils vont suivre au niveau du versionning le semver. Semver, c'est Semantic Versioning. Donc, qu'est-ce que ça dit, semver? C'est qu'en fait, les versions sont sur 3 digits, en X, Y, Z. X, c'est la majeure, Y, la mineure, et le Z, c'est le patch. Au niveau de l'utilisation de JSON, donc on va suivre toujours JSON Schema.
Sur Swagger 2, on était sur du Draft 4. Là, ils ont fait une montée de version sur Draft 5 et qui est aussi appelé Bright Draft 0. Donc, au travers de ce JSON schéma, il y a des nouveaux types qui sont supportés. Il y en a 5 actuellement. On va y revenir par la suite avec le one-off, any-off et à travers d'exemples. Donc là, je vous ai mis un petit exemple sur un Swagger en version 2. Donc ce qu'il faut voir, c'est que la première ligne, en fait, c'est elle qui va nous indiquer la version que vous allez utiliser. Donc avant Swagger 2, maintenant forcément ça s'appelle OpenAPI, donc on met derrière le numéro de version. Comme je vous le disais tout à l'heure, la 3.01, c'est la version courante. Donc la première nouveauté, en fait, c'est qu'auparavant, en Swagger 2, on pouvait uniquement référencer une URL sur où va être exposé votre API. Là, ils ont introduit en fait un nouveau nom, un hommage, donc les serveurs. Dans ces serveurs, on va pouvoir mettre un ensemble d'URL. Donc, à quoi ça va servir? Déjà, tout d'abord, c'est que vous allez pouvoir indiquer, par exemple, où se situe votre URL de prod, votre URL de staging. Et associé à ça, donc, on va pouvoir également avoir un champ de description indiquant ce que va faire votre URL. Ensuite, il y a la possibilité également dans cette URL de pouvoir variabiliser une partie de cette URL. Donc via l'accolade, on va pouvoir utiliser en dessous, donc ici env, dans la liste des variables, env, on va dire par défaut c'est staging, et puis l'ensemble des valeurs possibles vont pouvoir être référencées avec enum. Donc ici on a mis dev et staging, mais on peut mettre vraiment si libre, on peut faire ce qu'on veut. Et la troisième partie, c'est que ces référencements d'URL, on va pouvoir les overrider à n'importe quel endroit à l'intérieur de votre API. Donc là, ici, pour l'exemple, on va... Alors, oui, j'ai oublié de dire, c'est que par la suite, en fait, tout l'exemple, c'est sur un fil rouge. On a essayé de vous décrire une API qui pourrait être Devoxx avec en référençant les conférences et les speakers. Donc là, dans l'exemple que je vais donner, on va overrider la partie, par exemple, upload et download de fichiers, par exemple, pour uploader je sais pas, le contenu de votre configuration. Donc là, on va pouvoir dire que quand on va utiliser le pass /files, l'ensemble des opérations va non plus utiliser api.devoxx.fr, mais file.devoxx.fr. Alors, il y a d'autres nouveautés un peu générales, c'est au niveau de la sécurité. Donc, si vous faisiez l'authentification basique, elle existe toujours. Il faut juste savoir que maintenant, il faut la nommer HTTP. Donc, c'est juste à changer ça. On a tout ce qui est Auth2. Ils ont renommé les flows, parce qu'ils n'étaient pas standardisés. Enfin, en tout cas, ils ne collaient pas au standard de Auth2. Donc, maintenant, ils ont les mêmes noms. Donc, c'est un peu plus simple pour s'y retrouver. Ils ont rajouté le support du scheme et du bearer format, et surtout ils ont rajouté le support de l'OpenID Connect. Donc l'OpenID Connect, c'est une surcouche à Auth2 et notamment un serveur OpenID Connect, il va exposer toute sa configuration pour pouvoir par introspection s'auto-configurer. Et donc là, dans votre OpenAPI 3, vous pouvez spécifier l'endroit où se trouve le fichier de configuration sur votre serveur OpenID Connect. Donc c'est un nouveau support d'authentification. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une grosse partie qui changeait, c'est avec l'apparition des components. Donc en fait, les components, ça va être la définition de composants que vous allez pouvoir réutiliser tout au long de votre description d'API, que vous pourrez réutiliser un peu partout. Donc en fait, il y avait des components qui existaient déjà, donc c'est les responses et les paraméters. Donc eux, ils ont été juste déplacés. Avant, ils étaient à la racine de votre document, maintenant ils sont dans la section component. Il y en a qui existaient déjà, mais ils les ont déplacés, mais comme c'était trop simple, ils les ont renommés en même temps. Donc vos définitions, maintenant, ça s'appelle schema, et vos security definitions, maintenant, ça s'appelle security scheme. À savoir que si vous avez des références locales dans vos documents, du coup, le chemin va changer. Donc si vous faites une migration, il faut penser à changer toutes les références locales de votre document. Et le plus intéressant, c'est qu'il y a des nouveaux composants réutilisables. Donc maintenant, on peut définir des exemples qu'on va pouvoir réutiliser à plein d'endroits. Les headers, c'est pareil, on peut les définir dans les components et on va les réutiliser un peu partout.
On a les request bodies qui sont, on va dire, un peu le pendant des responsives, on va le voir tout à l'heure, qui sont maintenant réutilisables. Et deux nouvelles notions intéressantes qui sont les links et les callbacks, que l'on va voir après. C'est à toi. Alors, donc aussi, ce qui va changer, ce que vient de dire Sébastien, c'est au niveau des paramètres, en fait. Là, dans l'exemple, en fait, la création d'un talk, en fait, on va pouvoir, auparavant, en fait, on récupérait le body, en fait, quand vous avez posté vos informations, on le récupérait via les paraméteurs. Donc, dans les paraméteurs, on pouvait récupérer d'une part le body, les headers, les cookies. Là, maintenant, pour que ce soit beaucoup plus simple, ils ont introduit la notion de request body. Donc en OpenAPI 3, on va pouvoir capter ces paramètres au sein du body à l'intérieur de request body. Donc à l'intérieur, donc le content, donc dans l'exemple ici, ici en mediatype JSON. En fait, il faut voir que quand vous faisiez déclarer des posts, avant vous utilisiez le paramètre inBody, maintenant il faut utiliser le request. Après, tout est pareil à l'intérieur. Donc voici également des choses, c'est qu'on va pouvoir capter l'ensemble des éléments sur les codes de retour. Donc en fait, en Swagger 2, donc on définissait un à un les codes de retour, et après, en fait, il y avait la notion de default. Donc default, ça captait l'ensemble des autres codes de retour. Donc là, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont introduit en fait la notion de, par exemple ici, 500XX. Donc là, on va pouvoir récupérer l'ensemble des codes applicatifs de retour, HTTP, de 500 par exemple à 599. Donc ça vous permet en fait de mutualiser par exemple l'ensemble de vos erreurs avec un schéma particulier. En fait, sur du 200, 300, 400, c'est pas forcément utile. Mais sur les erreurs 500, de votre côté, vous avez souvent besoin d'avoir différents codes pour comprendre ce qui s'est passé. Mais le client, il n'en a rien à faire de savoir si c'est du 500, du 502 ou 504 ou je ne sais quoi. Donc là, on dit 5XX et puis on dit c'est une erreur interne chez nous et c'est tout. Et également aussi, on va pouvoir, donc pareil en Swagger 2, en fait, dans la notion dans la réponse, on pouvait faire dans ce qu'on appelait le produce, donc on pouvait définir l'ensemble des mediatypes en même niveau, mais là en fait, donc, ce qu'on a introduit en fait, c'est au niveau des mediatypes, donc ici sous content, on a application JSON, on va pouvoir référencer un schéma en fonction de la réponse. Donc ça, on ne pouvait pas le faire avant. Donc là, par exemple, là on a choisi de mettre le même, ici le talk, mais on aurait bien pu avoir en fait un schéma différent entre ces différents mediatypes. Alors tout à l'heure, on vous disait qu'il y avait des nouveaux types de JSON schema qui étaient supportés. Donc, notamment, il y en a deux qui sont intéressants, qui sont le one-off et le any-off. Le one-off va vous permettre de faire du polymorphisme et le any-off, c'est plutôt de la composition. Donc là, dans cet exemple-là, je vous présente le one-off, donc c'est pour de la composition. Avant, quand vous décriviez une API, donc là par exemple une API qui retourne un talk, donc ça va être un get sur un /talk ID, et on disait je retourne un schema qui va être un talk. Si dans votre modèle vous avez plusieurs classes qui vont hériter de votre talk, vous avez des keynotes, des conférences, des tooling actions, vous pouvez maintenant le faire apparaître ce niveau de détail dans votre API. Et ça fait en décrivant le schéma, vous mettez le mot-clé one-off, et en dessous, vous listez tous les schémas qui peuvent être retournés par votre API. Donc c'est intéressant pour donner un peu plus de détails dans les données qui sont retournées. Pour le any-off, ça va être de la composition. Donc un des cas d'usage qui sont assez pratiques, c'est si vous faites du patch. Dans votre patch, vous allez avoir des fragments qui sont modifiables dans vos ressources. Et vous pouvez dire justement, vous faites un any-off et vous listez tous les schémas qui correspondent aux fragments de vos documents. Et l'utilisateur, quand il fait son patch, il va envoyer soit un fragment, soit deux, soit tous. Alors, autre nouveauté qui, là pour le coup, pour moi, je trouve vraiment intéressante parce que je ne l'ai pas retrouvé ailleurs dans d'autres outils équivalents, c'est le support des callbacks, ou aussi connu sous le nom de webhook. Qui a des webhooks dans ses API? Pas beaucoup, je m'attendais à plus quand même. Bon, alors juste pour rappel, un webhook, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pour donner la possibilité aux utilisateurs de vos API à être notifiés en temps réel d'un événement. Donc c'est par exemple ce qu'on peut retrouver sur
Sur GitHub, si vous allez fournir l'URL de votre CI pour que quand vous avez un push sur votre dépôt, eh bien, GitHub il va appeler cette URL et ça va déclencher un traitement sur votre CI. Donc l'idée là, c'est de documenter ce comportement-là. Donc là, si on reprend cette API, donc c'est une API qui permet de créer des talks. Donc c'est un post sur /talk. Et on va vouloir permettre d'être notifié en temps réel si le talk a été accepté ou pas. Donc on va commencer par définir le payload que l'on accepte, qui va être envoyé lors du post. Donc c'est un document JSON qui va contenir le nom de notre talk, un résumé et un autre champ qui s'appelle result committee URL, qui va être l'URL que mon système devra appeler pour notifier l'utilisateur de l'API que son talk a changé d'état. Une fois qu'on a cette URL-là dans notre modèle, au niveau de la description de l'API, on va créer une section qui s'appelle callback, au même niveau que le request body. Et dans cette section, on va nommer un événement. Donc le nom de l'événement, il est arbitraire. Donc là, je l'ai appelé committee selection event. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et dans ce nom d'événement, je vais lister tous les callbacks qui peuvent être appelés. Et le nom du callback, en fait, ça va être une requête qui permet d'extraire dans ma requête initiale de mon poste l'information où se trouve l'URL. Donc ici, là, on voit qu'on a un request.body, donc c'est pour dire qu'on va chercher dans le payload qui a été envoyé lors de la requête, et on va à la racine de document, on prend le champ qui s'appelle result committee URL. Donc c'est à cet endroit-là, enfin c'est cette URL-là qui va être utilisée pour faire le webhook. Et en dessous, on décrit comment notre système va faire l'appel. Donc là, après, on réutilise la même syntaxe qu'on fait quand on décrit nos propres API, mais là, c'est pour décrire comment on va appeler l'API de notre utilisateur. Donc là, on voit qu'on fait un post, et on décrit le payload qui va être envoyé. Donc là, j'ai réutilisé le request body, donc un composant réutilisable, et on voit de l'autre côté, on a un callback message result committee qui est mon request body. Dedans, je dis que ça va être du JSON. Il va y avoir un seul champ qui est un champ message de type string. Oups. Et chose nouvelle qui est intéressante aussi, c'est que vous voyez tout en bas, j'ai mis 2 exemples. Donc ça, c'est une nouveauté dans OpenAPI. Avant, on pouvait mettre qu'un seul exemple. Maintenant, on peut en mettre plusieurs. Il faut juste les nommer. Donc c'est un identifiant, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, j'avais mis approve et reject. Et en dessous, vous mettez votre exemple. Deuxième grosse feature, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, enfin on l'a introduit, donc c'est la notion de link. Donc la link, c'est quoi en fait? Ça va être des relations entre vos réponses et d'autres opérations. Alors à la différence d'ITOS et Hypermedia, c'est qu'en fait ces liens ne vont pas apparaître en fait dans la réponse. Ils vont juste définir que à partir de telle information, on va pouvoir l'utiliser dans une autre opération. Alors il y a les 2 use cases possibles, en fait c'est ça, c'est les opérations qui vont être possibles, et également aussi la notion de pagination. Alors je ne sais pas si vous avez utilisé par exemple l'API de Twitter, il y a la notion de cursoring, ce qui fait qu'en fait, quand vous allez invoquer une opération de recherche par exemple, à l'intérieur de la réponse, vous allez avoir en fait un identifiant de cursoring que vous allez pouvoir réutiliser en paramètre de l'API. Donc ça de la même opération, ce qui vous permet en fait de gérer le cursoring. Donc si par exemple vous avez 10 résultats, il va vous donner un identifiant de cursoring qu'on va pouvoir réutiliser pour atteindre les enregistrements suivants. Donc là, je vous ai donné un exemple sur l'utilisation de link. Donc notre API, par exemple, de création de talk, en fait, va retourner donc une opération 201. Et au sein de cette réponse, en fait, on va récupérer l'identifiant du talk qui vient juste d'être créé, donc via l'ID. L'ID, là, ici, c'est un new ID. Et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'en fait, on va vouloir faire un lien entre cette ressource. Donc ici, pour faire ça, en fait, on a le mot-clé links. À l'intérieur, en fait, on va définir l'ensemble des opérations sur lesquelles on va pouvoir utiliser cet identifiant. Donc pour le récupérer au niveau, on va pouvoir, donc, via la réponse response.body/id, donc on va pouvoir récupérer cet identifiant. Et il va falloir aussi indiquer quelle opération on va l'utiliser. Donc on a la notion de operation ID, donc ici getTalkById, et donc sur la droite, vous avez en fait le pass sur
la récupération du talk. Donc, dans le talk, donc le get, on va pouvoir donc Operation ID, c'est un identifiant unique qui permet de référencer en fait le talk. Et donc, on va faire comme ça le lien entre ces éléments-là. Et donc, du coup, il va falloir lui passer dans le pass_param cet identifiant. Donc, le talk, on lui passe l'ID qu'on vient de récupérer, et comme ça, en fait, on va pouvoir dire que lorsqu'on crée la ressource talk, eh ben, on va pouvoir l'utiliser, par exemple, avec le get. Alors je sais que c'est vendredi après-midi, c'est un peu dur pour tout le monde, mais vraiment l'idée c'est, vous avez une réponse, vous décrivez où est-ce que vous allez extraire une information qui va vous permettre d'appeler d'autres opérations dans votre API, et vous donner le nom de l'API qui peuvent être appelées, donc avec le mot-clé Operation ID qu'on positionne généralement un peu partout dans notre Swagger. Donc là on va essayer de vous présenter un petit peu plus de documentation au sein du Swagger Editor. Donc tout à l'heure c'était le Swagger Editor, donc vous avez montré, donc c'était du Swagger 2. Ce que je peux vous montrer là, vu ce qui reste comme temps, oui, ok. Je vais vous montrer la documentation qu'on avait fait justement pour décrire l'API de Speaker. Donc en Swagger 2, la première fois on l'avait fait. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est une API qui permet de consulter des talks, de les créer, de les supprimer, d'avoir accès aux speakers de talk. Et après on a la même chose pour les speakers avec des get, des posts, des delete. J'ai pas mis de boutons, on ne peut pas les modifier. Et donc là à côté, on a la description de la documentation telle qu'on l'aurait fait en Swagger 2. Donc c'est les choses assez classiques, hein. Donc on a l'entête, des infos, on a une seule URL, et après on part sur la description où on liste tous les passes avec les opérations possibles, donc get, post, etc. Et donc là on voit qu'on a une jolie documentation, assez longue, très très longue, trop longue pour moi. Et là on arrive donc sur à peu près 550 lignes. Donc on essaie de la réécrire en OpenAPI 3. Donc la voici. Donc on la retrouve ici. Donc on voit qu'on a à peu près la même chose. Donc on a les mêmes opérations en tout cas. Ce qui a changé, c'est que on a rajouté la notion d'environnement. Donc là maintenant on a plusieurs serveurs qui sont décrits, donc avec les différents environnements. Et après, on retrouve toutes les opérations comme avant, sauf qu'on a utilisé un maximum de composants réutilisables. Donc on a un peu triché, on a forcé le trait, et il y a des choses qu'on pouvait faire déjà avec en Swagger 2, mais c'est juste pour vous montrer un peu le principe. Et donc si on va tout à la fin de la documentation, déjà là, on est plutôt sur du 350 lignes, sachant que dedans, on a rajouté tout ce qui était information sur les environnements. On a rajouté également, si je me trompe pas, si je me suis pas trompé de fichier, toute la partie callback que dans la précédente version de Swagger 2, on n'était pas capable de décrire. Donc là, on l'a décrit, donc on a une documentation qui est plus complète et qui prend moins d'espace à décrire, enfin en tout cas moins de lignes à décrire. Et donc dans les éléments réutilisables, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver tout ce qui est les réponses réutilisables. Donc dès que vous avez des ressources des réponses sur ressources non trouvées, des erreurs 500, il ne faut pas hésiter à les mettre en composants réutilisables. Donc c'est ce qu'on a ici là, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc les request bodies, c'est pareil, parce que vous avez souvent des request bodies qui vont être réutilisés à 2-3 endroits dans vos API, donc il ne faut pas hésiter à les décrire et pouvoir les réutiliser. Donc là, à chaque fois, ça va permettre de rajouter de la consistance dans votre API. Et après, ce qui est vraiment intéressant, c'est au niveau des descriptions des schémas. Donc il faut bien regarder tous les mots-clés qui sont supportés dans le JSON Schema pour pouvoir utiliser tout ce qui est one-off, any-off, all-off aussi, qui permet de faire de l'héritage. Là, on ne va pas avoir le temps de vous présenter, mais il y a des techniques pour factoriser, réutiliser tous vos modèles pour avoir des composants qui ont un peu tous la même structure et qui prennent moins de temps à décrire. Donc je pense que c'est bon pour ça.
Donc pour aller plus loin, en fait, on va aussi parler de tout ce qui est tooling. Donc aujourd'hui, avec la version OpenAPI 3, l'éditeur de référence, c'est toujours Swagger Editor. Donc on vient de le voir, il supporte la version 3, avec tout ce qui est callback, on l'a vu, les nouvelles choses, les links. Moi j'en ai essayé d'autres en fait. Il y a aussi donc, ce qu'on appelle API Curio. Donc API Curio, c'est un outil qui est fait par Eric Whiteman. Donc Eric Whiteman, c'est quelqu'un de chez Red Hat en fait, qui était le project lead de APIman. Donc lui, il a décidé de faire en fait plutôt un éditeur, mais sous forme de web app. Donc d'ailleurs, c'est un Wi-Fi qui démarre une application web. Et là, vous n'êtes pas forcément obligé de connaître la syntaxe OpenAPI parce que du coup, tout est sous forme graphique. Donc c'est encore assez jeune au niveau des fixtures, tout n'est pas encore implémenté, ça avance assez vite. On est en version 2.0.6, je crois qu'il y en a une qui est encore sortie hier. Et là, vous allez pouvoir donc générer en fait votre YAML, par exemple, ou votre JSON en OpenAPI. Donc ce qui est prometteur, par exemple, dans la roadmap, c'est que par exemple, il y a des choses comme la génération de mock qui sera possible quand ils arriveront en version 1. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous allez sur le GitHub de OpenAPI, vous allez avoir en fait un fichier Markdown, implementation.md. À l'intérieur, vous allez en fait avoir l'ensemble des outils qui sont aujourd'hui supportés par OpenAPI. Donc, on en a testé quelques-uns. Au niveau, par exemple, des générateurs, toujours le générateur de référence, c'est toujours Swagger CodeGen. Aujourd'hui, celui-là, il est assez riche en 2. En 3, en fait, ils ont réécrit une bonne partie parce qu'il y avait une rupture de compatibilité. Donc déjà, ils ont créé, avant, en fait, les générateurs étaient dans un POM multimodule au niveau de ce projet. En fait, ils ont séparé ça avec un projet à côté, donc le Swagger Code Generator. Aujourd'hui, ce code Generator supporte 4 langages. Donc la génération côté client en Java, la génération côté serveur, le Kotlin, il est sorti la semaine dernière, c'est encore tout frais, et aussi la génération en HTML statique. Ils ont également changé en fait le moteur de templating. Avant, on était sur du Moustache, maintenant on passe sur du Handlebar, pardon. Et on voit qu'il y a des pull requests qui sont en train d'arriver au fur et à mesure, notamment il y a du PHP, du Scala. Donc ça, c'est vraiment les outils en fait les plus aboutis aujourd'hui sont quand même ceux de la société SmartBeer, donc ceux qui avaient initialement créé Swagger, enfin qui a repris Swagger. On en a essayé d'autres, ils sont aussi référencés, comme je le disais tout à l'heure, dans le GitHub, mais ils sont moins aboutis et comme il y a moins de personnes qui développent dedans, les générateurs sont encore assez pauvres. Ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que quand on teste tous les outils qui sont déclarés compatibles OpenAPI 3, si vous les testez, vous allez voir, effectivement, ils supportent la syntaxe, mais ils ne supportent pas forcément les nouvelles fonctionnalités ou des changements de comportement, ils ne les ont pas encore intégrés. Donc, si vous vous lancez dans l'OpenAPI 3, il faut vraiment faire attention aux outils que soit vous utilisez déjà, soit vous comptiez utiliser, et vérifier qu'ils supportent réellement OpenAPI 3. Donc il faut être assez prudent quand même. Et pour le futur de OpenAPI 3, déjà sur leur GitHub, il y a une issue qui décrit ce qu'ils espèrent ou comptent faire dans la version 3.1. Donc s'il y a des choses qui vous manquent, vous pouvez aller voir si ça ne sera pas supporté dans la prochaine version. Personnellement, ayant fait pas mal de RAML, j'ai vu 2 grosses limitations encore sur OpenAPI. Donc la première, c'est, à mon avis, il manque la notion de trait ou encore mieux de resource type. Donc les traits, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de décrire un comportement. Donc par exemple, mon API est triable ou mon API est filtrable, elle est cacheable. Et en fait, on décrit le comportement, comment fonctionne le cache sur une API, et ensuite on l'applique un peu partout dans une API. Et les resource types, c'est vraiment décrire vraiment de façon générique comment fonctionne une API sur une ressource. Dire, pour créer une ressource, chez moi, il faut faire un post de telle façon, voilà les informations qui vont être retournées. Pour chercher, il faut faire de telle façon, avec tel type de paramètres, voici les syntaxes pour faire des recherches.
Pour faire des modifications, éventuellement, vous pouvez faire ça. Le delete, il est optionnel, etc., etc. Et après, quand vous allez ajouter des ressources dans vos API, bah, vous dites, mon API, elle répond au comportement de telle ressource type, et vous pouvez éventuellement surcharger les comportements. Ça, j'ai utilisé pas mal ça sur Ramel. Ça permet de réduire la taille de la documentation, enfin en tout cas du code de la documentation, et ça permet d'ajouter énormément de consistance dans vos API. Donc les utilisateurs, ils ont toujours le même comportement d'une ressource à l'autre, c'est vraiment pas mal. Et le dernier petit bémol, c'est au niveau du templating des ressources, enfin des composants réutilisables. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc quand vous allez vouloir mettre une description dans un composant réutilisable, vous êtes obligé d'utiliser une description avec des termes génériques. Donc par exemple, sur la réponse d'un post, vous allez dire bah, ma ressource a été créée. Vous allez perdre un peu l'information, puisqu'avant vous auriez eu mon talk a été créé, puis pour l'autre API, mon utilisateur a été créé. Là, il faut utiliser des termes génériques. Alors qu'il y a d'autres systèmes où on peut variabiliser, il va reprendre le nom de la ressource pour avoir un texte qui est un peu plus proche de l'usage de l'API. Donc ça, c'est le petit bémol aussi. Et en fait, aujourd'hui, il y avait deux choses qui étaient importantes pour nous. La première, c'était de vous éclaircir entre ce qu'est Swagger et OpenAPI. Donc maintenant, on va plutôt parler de OpenAPI pour le langage de description des API. Donc c'était vraiment important pour nous. Et aussi, c'était pour insister sur la documentation des API. Personnellement, en fait, ça m'arrive régulièrement en fin de semaine de vouloir tester un nouveau type d'API. Donc je vais en prendre 4-5, puis j'essaie de les tester. Et si je ne trouve pas le endpoint, ou si dans la documentation, je n'ai pas assez d'informations pour tester l'API, au bout de 15 minutes, je passe à la suivante. Et donc, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup d'API qui font la même chose que celle qu'on veut faire. Et il faut être vraiment bon sur la documentation pour que les gens l'utilisent. Il y a quelques temps, il y a une personne qui nous a dit « les logiciels sont en train de manger le monde ». Alors dans l'écosystème des API, ils ont répondu en disant bah, « les API sont en train de manger les logiciels ». Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est soyez les rois des API en les documentant. Merci.